Ce qu'il fallait retenir de l'héritage est un rappel des différentes notions de base de l'APO. Jusqu'à maintenant, nous avons vu en objet que nous avons une classe. Cette classe est constituée de différents éléments, dont les attributs qui peuvent avoir différentes portées, les méthodes qui sont les différentes actions, et les attributs plus les méthodes constituent ce que l'on appelle les membres de manière générale. Ces membres peuvent être soit privés, c'est-à-dire qu'ils ne sont accessibles que et uniquement par la classe. Ils peuvent être protégés, c'est-à-dire accessibles par la classe et ses héritages, donc ses enfants. Et enfin, publics, donc accessibles depuis l'extérieur. On a donc dit qu'en général, les attributs sont plutôt privés et ou protégés, alors que les méthodes, et plus spécialement les getters et les setters, ou en C# les assesseurs et les mutateurs, sont plutôt publics pour être accessibles depuis l'extérieur. Tout cela contribue à parler d'encapsulation, c'est-à-dire que la classe contient tous les éléments pour effectuer certaines actions et qu'on peut interagir avec la classe qu'à travers les méthodes. Aujourd'hui, parlons de l'héritage au travers de notre exemple fil rouge, le cas compte bancaire. Nous sommes partis d'un compte bancaire qui est défini par un numéro, le titulaire et le solde, plus les différentes méthodes pour pouvoir interagir avec la classe. Maintenant, si je veux créer un nouveau type de compte bancaire qui serait un compte épargne. Ce compte épargne va, entre autres, avoir les mêmes membres que compte bancaire, mais il aura en plus des attributs qui lui sont propres, comme par exemple le taux d'épargne. Grâce à l'héritage, je vais tout simplement éviter de devoir réécrire les parties communes et je vais simplement dire que compte épargne hérite de compte bancaire. Grâce à l'héritage, pas besoin de recréer tous les membres de compte bancaire côté compte épargne. Ils vont donc être inclus. La construction se fait de manière classique côté compte bancaire avec un new. Et si je demande l'affichage du titulaire en passant par son assesseur, j'aurai bien le nom utilisé lors de l'instanciation. Et si je fais la même chose côté compte épargne, après avoir instancié un compte épargne qui aura été créé avec ses propres attributs, mais en plus les attributs de compte bancaire, on pourra également demander l'affichage du titulaire, même si cet attribut n'existe pas directement dans la classe compte épargne, ce qui est très pratique. Donc tout ce qui est protégé côté classe mère est visible côté classe fille, donc côté de la classe qui hérite. Mais attention, tout ce qui est en visibilité privée côté de la classe mère, donc côté compte bancaire ici, ne serait pas visible côté compte épargne. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, on met en protégé l'ensemble des attributs de la classe mère pour qu'elle puisse donner la main à la classe fille. Notez également la syntaxe C# pour préciser l'héritage lors de la déclaration de la classe compte épargne. On ajoute après classe compte épargne, suivi de compte bancaire pour indiquer que compte épargne récupère les membres protégés et publics de compte bancaire. Passons maintenant à une petite mise en œuvre de ces notions pour voir si tout est bon pour vous au travers de cet exemple. Nous avons une classe guerrier qui hérite de la classe personnage. Tous les attributs de personnage sont protégés sauf un qui est en privé, donc à savoir taille perso. Souvenez-vous que lorsque un attribut est en privé, il n'est pas disponible depuis la classe fille, donc ici depuis la classe guerrier. Vous voyez qu'ici, tout en haut, nous avons les différents objets qui sont
instancié et où à côté de chacun de ces personnages ou ces objets, nous avons un symbole qui indique à quelle classe il appartient. Donc on voit que Paul, Bob et Eve sont des personnages, John et Ina sont tous les deux des guerriers. Voyons dans un premier temps comment instancier ces différents objets. Paul est un personnage, donc ce qui veut dire que lorsque je vais vouloir qu'il prenne vie dans mon programme, eh bien je vais l'instancier en tant que personnage. Donc j'utilise un constructeur personnage qui aurait par exemple de quoi identifier son nom, sa taille et le type, enfin le genre de personnage auquel il appartient. Pour Bob, eh bien, c'est un personnage, on fera exactement la même chose. New personnage, on précise son nom, sa taille et enfin le genre de personnage. Alors, concernant le personnage Ina, nous voyons que Ina est un guerrier. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir utiliser le constructeur guerrier, mais au travers de ce constructeur, comme ne l'oublions pas, guerrier hérite de personnage, on a la possibilité, si on a un constructeur adapté bien entendu dans la classe guerrier, eh bien la possibilité d'instancier le nom du personnage, la taille du personnage, le genre du personnage, son surnom de guerrier et enfin par exemple la force. Pour John, eh bien John c'est un guerrier, même principe que pour Ina, sauf que ici, même si John est un guerrier, vous avez vu que son étiquette ne porte pas son propre nom, mais porte l'étiquette PNJ1. Donc c'est PNJ1 auquel je vais associer le constructeur guerrier en renseignant bien entendu toutes ces informations. Et enfin, notre dernier personnage, Eve, qui Eve a également une étiquette qui s'appelle PNJ2 où nous l'instancions au travers de la classe personnage puisque bien entendu les caractéristiques qui lui incombent sont des caractéristiques de type personnage. Donc voilà, nous allons travailler ici avec ces différents objets et maintenant je vais vous demander de réfléchir à différentes questions qui vont être posées où il nous faudra réfléchir au fait où est-ce que nous sommes dans un programme test avec l'environnement qui est défini ici et serait-il possible d'écrire cette syntaxe? Donc ici, première syntaxe, est-il possible d'écrire et de récupérer au travers d'une variable un nom dans un programme test en écrivant Paul.nonperso? Alors, je vous laisse bien entendu couper à chaque fois et essayer de réfléchir par vous-même pour trouver la bonne solution. Alors, ici, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'accéder à la propriété non perso pour l'objet Paul. N'oubliez pas, nous sommes dans un programme test, donc ce qui signifie que nous sommes en dehors de la classe personnage. Non perso étant un attribut, et même s'il s'agit d'un attribut avec une visibilité protégée, la visibilité protégée dit que simplement la classe qui hérite a la possibilité d'accéder à cette propriété, à cet attribut, mais en aucun cas notre programme test ne peut accéder à la propriété. Donc ce qui signifie que cette instruction n'est absolument pas valide dans le cas du contexte où je suis dans un programme test. Deuxième instruction, je souhaite récupérer dans une variable taille, qui est de même type que taille perso dans personnage, png1.tailleperso. Alors, solution, png1 c'est donc un guerrier. Donc lorsque je suis dans guerrier, est-ce que je peux récupérer taille perso? Eh bien, certainement pas, puisque, souvenez-vous, taille perso a une visibilité de type privé. Donc ça veut dire que même guerrier ne peut pas
y accéder, sauf s'il y avait un assesseur ici qui permettait de le rendre visible côté classe. Et comme ici, d'autant plus, je suis dans mon programme test, ça veut dire que en aucun cas, je ne pourrai récupérer taille perso de PNG1. Autre instruction, est-ce qu'il m'est possible de récupérer dans une variable un nom? Eh bien, au travers de getNom, le nom de mon objet John. Alors ici, si j'analyse, dans mon programme test, j'ai effectivement des objets, mais ces objets sont référencés avec les étiquettes Paul, Bob, Ina, PNG1, PNG2, et je n'ai aucunement d'étiquette John. Donc ce qui veut dire que ici, je ne peux en aucun cas accéder à la méthode getNom de John puisque mon objet John n'existe pas dans mon contexte actuel. Quatrième exemple, est-ce que une variable laForce de type int a la possibilité de récupérer getForce de mon étiquette Ina ou de mon objet Ina? Alors ici, Ina, c'est bien quelque chose qui existe dans mon programme. Ina est un objet de type guerrier, donc je viens ici dans guerrier. Je vois que j'ai une méthode getForce qui va renvoyer un entier. Donc ici, en l'occurrence, on peut supposer que ce sera récupérer le contenu de l'attribut force. Donc ça veut dire que cette fois-ci, cette syntaxe est tout à fait correcte dans mon programme test. Alors, dernier cas de figure, ici un petit peu particulier. J'ai mon objet Paul qui reçoit l'objet PNG1. Et puis ensuite, j'ai une variable laForce qui devra récupérer avec le nouveau contexte de Paul getForce. Est-ce possible ou pas? Alors, cette question est un petit peu particulière et propre aux objets, puisque PNG1 est un objet mais de type guerrier. Paul est un objet mais de type personnage. Du fait qu'il y a une liaison et un héritage entre les deux, j'ai tout à fait le droit de recopier un objet dans un autre objet. Mais ici, Paul, en fait, va pointer sur l'objet PNG1. Et l'objet Paul n'existera plus, enfin son étiquette existe, mais son objet ici en mémoire n'existera plus. Donc en fait, l'objet Paul, mais attention pas son étiquette, va être happé par ce que l'on appelle le garbage collector, ce que l'on appelle en français le ramasse-miettes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mécanisme C# qui va découvrir qu'en fait, cet objet, personnage Paul, n'étant plus référencé à l'étiquette Paul parce que Paul, eh bien, va être lié maintenant à PNG1, eh bien, comme il n'est plus référencé dans la mémoire, donc plus relié à aucune étiquette, il sera par défaut détruit. Donc ici, en l'occurrence, tout ceci est possible. Paul va pointer maintenant vers PNG1. PNG1 étant un objet de type guerrier, on aura la possibilité de récupérer getForce et de l'associer à notre variable laForce. Voilà, ici, c'était notre dernier exercice. Donc, pour bien voir si vous avez assimilé toutes ces données, vous avez un TD5 qui va être
une simulation d'héritage qui va être un petit peu guidée pour vous aider à recomprendre ces mécanismes. Et puis ensuite, vous aurez donc au travers du TP3 qui va vous être demandé de constituer une équipe de hockey sur glace. Donc, vous pourrez mettre en pratique tous vos acquis que vous avez retenus au travers de cette leçon. La prochaine fois, on abordera des notions un petit peu plus poussées avec les classes abstraites et autres que nous n'avons encore pas abordées ici au travers de l'héritage. Bonne continuation et bon courage!